Bonjour, je suis Loïc, Bonjour, moi c'est Lucas. et on se retrouve autour d'un livre. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de l'intelligence artificielle, du génie à l'origine de cette avancée technologique, de leurs limites, des espoirs et des craintes qu'elle suscite. Tout cela en prenant comme support le livre Turing à la plage, écrit par Rachid Guéraoui et Lê Nguyen. Avec moi, nous allons parler des médias, de comment ils fonctionnent et surtout comment les manipuler, et aussi voir la force des influenceurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un domaine qui me tient très à cœur, l'intelligence artificielle. Mais pour ce faire, il est important de parler du génial précurseur qu'était Alan Turing. Alan Turing était un mathématicien britannique de génie, vivant au siècle dernier. Connu pour bon nombre d'inventions, notamment la machine qui lui permit de déchiffrer les communications allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, il réussit donc à casser le code des machines Enigma réputées inviolables. Alan Turing est né en 1912 et mort en 1954. Il avait certains comportements qui sortaient de l'ordinaire. En effet, il avait une grande rigueur logique, ce qui le conduit par exemple à refuser de signer sa carte d'identité car il y est mentionné qu'il ne faut rien écrire dessus. Ou encore la fois où le jour de sa rentrée au collège, à l'âge de 13 ans, il rejoint l'internat à vélo à la suite d'une grève des chemins de fer, en couvrant ni plus ni moins une distance d'une centaine de kilomètres. Les journaux rapportaient alors son exploit, mais lui trouvait cela normal. On lui avait dit de ne pas être en retard. Vous voyez un peu plus quel genre de personne il était. Il entra donc dans de célèbres écoles et obtient une bourse d'études en prouvant par exemple l'un des théorèmes fondamentaux des probabilités. Et en 1936, il écrit son fameux article On Computable Numbers with an Application to the Einstein's Problem. Il y décrit une machine qui deviendra le modèle de nos ordinateurs. Une machine universelle qui peut exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables. Cette avancée lui donna le titre de père de l'informatique moderne. Turing s'attacha à caractériser la nature des machines et à définir leurs capacités. Il en vint alors à formaliser la notion d'algorithme. Prenons l'exemple de l'addition. Faisons le calcul 7 plus 6. C'est facile. Nous savons que le résultat vaut 13. Pas besoin de réfléchir. En fait, cette information est stockée quelque part dans notre cerveau. Et comme nous nous en souvenons, nous pouvons donner la réponse simplement. Mais additionner de plus grands nombres est déjà une tâche plus compliquée, comme par exemple 57 plus 76. Cependant, en suivant un certain nombre d'étapes, on obtient le résultat escompté. Ces étapes sont celles que l'on a apprises dans le primaire. On place les deux nombres l'un au-dessus de l'autre, on additionne les chiffres les plus à droite, on écrit le dernier chiffre du résultat sous la barre, en notant la retenue à côté des chiffres de la colonne voisine, et enfin, on écrit le résultat en dessous. C'est là un exemple d'algorithme. Pourquoi ça marche ? En fait, cet algorithme nous est tellement familier que nous ne nous rendons pas nécessairement compte qu'il dépend du système de numérotation, c'est-à-dire la façon de noter les nombres. Essayez d'utiliser cet algorithme avec les nombres romains par exemple, et vous verrez que vous ne trouverez pas le même résultat. En fait, il a fallu attendre le 8e siècle pour que Al-Khwarizmi inventa la notation arabe. Mais pour plus des détails, je vous invite à aller écouter le 3e épisode d'Autour d'un livre. Mais revenons-en à Turing, et laissez-moi vous parler de la machine qu'il imagina en 1936. Bien sûr, il y avait avant cela déjà certaines machines à calculer, comme la Pascaline datée de 1652, qui permettait donc de faire certains calculs. Mais elles étaient figées, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas faire autre chose que pourquoi elle avait été créée. C'est pourquoi, pour avoir une machine intelligente, il fallait suivre l'idée de Turing. Cette machine est en quelque sorte une machine à écrire sur un ruban. Mais elle n'écrit pas le symbole tapé par un humain, c'est elle qui décide le symbole à taper. Mais ce n'est pas tout, elle décide aussi s'il faut poursuivre l'écriture ou revenir en arrière. Et surtout, la machine le décide en fonction de son état interne et du symbole qu'elle est en train de lire. En fait, pour mieux appréhender cette machine, faisons l'analogie avec un mathématicien qui gribouillerait des calculs sur un brouillon, ce qui serait alors le ruban de la machine. Le mathématicien a quelque chose en tête, il va ensuite écrire quelque chose sur la feuille. Chaque symbole modifie alors ce qu'il a en tête. Il va revenir en arrière et se relire, et tandis qu'il se relit, l'état interne de son cerveau va potentiellement se modifier. Ce qui peut alors l'amener à effacer ce qu'il a écrit et à remplacer par d'autres symboles. Le mathématicien ferait ainsi de constants allers-retours sur son brouillon, changerait l'état interne de son cerveau et déciderait s'il faut avancer, revenir ou mettre fin au calcul. La machine fonctionne de la même manière, à la différence que les décisions de la machine sont prédéterminées par le câblage de la machine, ce qu'on appelle sa table de transition. Turing démontra que toute table de transition, en fait en un sens l'algorithme exécuté par la machine, pouvait être écrit sur n'importe quel ruban de n'importe quelle machine. Plus précisément, il a démontré l'existence de machines dites universelles. Pour reprendre l'analogie avec le mathématicien, c'est comme si on lui donnait les détails de l'algorithme qu'il doit exécuter
Et muni d'une description de l'algorithme, le mathématicien peut alors exécuter l'algorithme à son tour. Turing a démontré que l'on peut remplacer le mathématicien par une machine universelle. Il n'y a donc plus rien de soudé à la machine. En fait, ce qui va être soudé à la machine, c'est comme un méta-algorithme permettant d'exécuter n'importe quel algorithme. Elle peut donc changer de but. C'est notamment cela qui a ouvert la voie à la distinction entre le logiciel et le matériel, le software et l'hardware. Les utilisateurs peuvent télécharger, installer et exécuter plusieurs applications sur un même téléphone. Le logiciel est indépendant du matériel. C'était alors la naissance d'une nouvelle science, l'algorithmique. Plusieurs événements en découlent. Plusieurs questions comme quels sont les algorithmes qui peuvent être écrits? Est-ce que tous les algorithmes, même ceux dont on n'a même pas idée? Ce sera là la thèse de Church-Turing. La machine universelle de Turing peut exécuter tous les algorithmes. Mais je vous laisse le livre pour un peu plus de détails. Aujourd'hui, tous les ordinateurs sont des machines universelles de Turing, du moins puissant au plus puissant supercalculateur de la planète. Et les algorithmes, l'intelligence artificielle, sont tout autour de nous et en tout temps. Mais qu'est-ce qui rend l'IA si omniprésente? Mais déjà, c'est quoi une IA? Personne n'est vraiment d'accord à ce sujet, mais on peut suivre l'intuition de Turing et dire que l'intelligence artificielle est un algorithme capable de réaliser des tâches cognitives complexes. Un tel algorithme demandant un trop grand nombre de lignes de code, et ne pouvant donc pas être écrit par un humain, l'intelligence artificielle devrait être capable d'apprendre toute seule. Et pour reconnaître une machine intelligente, il faudra justement ne pas la reconnaître. C'est là le fameux test de Turing. C'est un défi lancé aux machines. Appelé à la base le jeu de l'imitation, ce test consiste à déterminer, par exemple sur Messenger ou WhatsApp, lequel des comptes est tenu par un algorithme. Il y a bon nombre de différents tests de Turing, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. L'intelligence artificielle utilise bon nombre de méthodes pour arriver à apprendre toute seule. Il faudrait au moins un épisode entier consacré à cela. Mais on peut par exemple parler de l'apprentissage par renforcement, qui a conduit à des résultats époustouflants. Le principe est de donner des récompenses à l'algorithme pour que lorsque l'algorithme est puni, l'intelligence artificielle ne reproduit plus l'événement associé à cette punition, et inversement. Il y a eu donc des résultats époustouflants dans le domaine du jeu vidéo, comme StarCraft, des jeux de plateau, les échecs, le jeu de Go, ou encore des problèmes plus concrets, comme par exemple la manière dont les protéines se replient une fois créées. Les IA sont partout et nous dépassent dans de nombreux domaines, et même dans les domaines les plus liés à l'être humain, tels que l'art. C'est pourquoi il a été inventé un test de Turing artistique par exemple. En 2018, une IA le passa avec brio. On ne pouvait, passionné comme expert, pas différencier une œuvre d'une intelligence artificielle de celle d'un être humain. J'aimerais vous parler du fonctionnement interne de l'intelligence artificielle, des réseaux de neuronaux, des espaces à très grande dimension qu'elle manipule, mais ça sera pour un prochain épisode. Dans l'imaginaire collectif, l'intelligence artificielle semble s'opposer à l'intelligence naturelle. La première mécanique et la seconde biologique, donc, paraissant supérieure. Néanmoins, l'intelligence artificielle a beaucoup à apprendre de l'intelligence naturelle. Quand on regarde les algorithmes naturels, on se demande mais comment ça peut marcher? C'est là que Turing apporte sa vision psychochimique et décrit par exemple la morphogénèse, le développement des formes et des structures d'une espèce vivante par des moyens dits de réaction-diffusion. Il faut savoir que dans la première phase de développement d'un embryon humain, toutes les cellules sont identiques. Il n'y a pas de cellules de pied ou de main et pourtant elles arrivent à créer un être complexe avec presque jamais de déformation significative. C'est de là que découlent les motifs de Turing, ou encore le jeu de la vie dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont les fameux automates cellulaires. Pour faire simple, il est possible de simuler le vivant et sa complexité avec pour base des règles vraiment simplissimes. C'est aussi un peu comme ce que l'on a vu dans l'épisode 1 avec Fouloscopie, les bancs de poissons qui arrivent à se coordonner au niveau global alors même que les interactions ne se font qu'à l'échelle locale. C'est de là que découle une autre famille d'intelligence artificielle, les algorithmes génétiques. Mais je vous propose de lire le livre pour plus de détails. Pour finir, j'aimerais faire un lien avec ce dont tu vas nous parler, Loïc. Se demander alors si l'IA est un danger pour l'humanité. Elon Musk lui-même, comme Hawking avant lui, a déclaré avoir peur du futur de l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'humanité. On peut donner l'exemple de la science-fiction avec notamment les films comme Terminator, qui mettent en avant l'intelligence artificielle néfaste pour l'humain. Mais qu'en est-il vraiment ? Eh bien, l'intelligence artificielle aujourd'hui se retrouve être utilisée dans l'armée, avec notamment des armes automatisées qui peuvent tuer très précisément une cible. On retrouve l'intelligence artificielle dans nos rues, surtout les rues chinoises, ou celles de Londres où on peut trouver des centaines de caméras qui nous surveillent et collectent un nombre gigantesque de données sur nous. Demain, nous pourrions utiliser, comme le fait actuellement Netflix ou YouTube, les algorithmes de recommandation pour lancer des attaques sur mesure, comme par exemple le phishing ou le ransomware,
mais en y ajoutant une touche d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est capable de créer des fausses vidéos, plus vraies que nature. Ces vidéos sont appelées deepfake. On peut bien sûr le faire aussi pour les textes. En fait, aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la désinformation. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle par certaines personnes peut être nocif et dangereux. Mais il n'y a pas que la personne qui utilise l'intelligence artificielle qui peut faire de celle-ci une arme dangereuse. Il est question aussi des biais de l'IA. Par exemple, programmer une IA et donner-lui pour mission de sauver l'humanité de la pollution. Peut-être que la solution sera de tous nous exterminer. Aujourd'hui, les concepteurs de ces technologies sont dépassés par leur propre création. Il faut savoir que l'intelligence artificielle n'est très peu compris en fait. Le fonctionnement interne de l'intelligence artificielle est comme une boîte noire impossible d'accès pour l'humain. L'IA est un objet que nous ne pouvons par essence pas comprendre, manipulant des centaines voire des millions de dimensions avec un code qu'elle seule comprend. Alors, qu'adviendra-t-il de nous ? Comme je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de l'art d'exploiter les médias via le livre de Ryan Holiday, Trust Me, I'm Lying. Donc pour présenter un peu l'auteur, Ryan Holiday est un auteur à succès et un stratège médiatique de premier plan. Il a déjà écrit plusieurs best-sellers. Pour revenir sur le parcours de Ryan. Ryan, après avoir quitté l'université à 19 ans, il est devenu l'apprenti de Robert Greene, grand auteur aussi lui, qui écrit par exemple Les 48 lois du pouvoir, dont j'ai déjà parlé dans certains épisodes, et dont je pense consacrer un épisode prochainement. Donc Ryan, après cela, a continué de conseiller de nombreux auteurs de best-sellers, des musiciens multiplatines et des clients notoires. Il a été directeur marketing chez American Apparel à seulement 21 ans, où son travail a été connu internationalement et utilisé comme des études de cas par Twitter, YouTube et Google. Ensuite, sa société BrassCheck a conseillé des entreprises comme Google, Taser et Complex, des grandes multinationales, ainsi que certains des plus grands auteurs du monde. Il est notamment à l'origine de la popularisation du gros saké. Il écrit également sur le stoïcisme, comme avec son livre L'obstacle et le chemin, qui utilisera principalement la philosophie du stoïcisme pour répondre à que fait-on lorsque nous rencontrons un obstacle. D'ailleurs, il est dans ma liste des livres à traiter pour un prochain épisode. Maintenant, de nos jours, il écrit sur ryanholiday.net, si vous voulez le retrouver. Donc pour parler un peu plus de l'ouvrage d'aujourd'hui, Trust Me, I'm Lying, sa version originale a été publiée en 2012. Donc nous, aujourd'hui, on va voir la version de 2017. Qui a été révisé pour l'ère des fake news. Donc dans ce livre, on verra ce qui motive la presse, les blogs, comment les manipuler et pourquoi ça marche. Il nous illustrera ça avec plusieurs de ses histoires en tant que stratège des médias pour ses clients. Le livre est divisé en deux parties. Dans cet épisode, on va traiter de la première partie, qui explique pourquoi les blogs et les médias sociaux sont importants, comment ils conduisent l'information et comment ils peuvent être manipulés. Dans un prochain épisode, on pourra traiter de la deuxième. Sinon, ça serait trop long. Pour commencer, pour Ryan, média égale racket. Pour lui, il n'existe pas d'autre définition du système médiatique moderne. Son modèle économique repose sur l'exploitation de la différence entre la perception et la réalité. En ligne, les médias doivent publier tellement de choses si rapidement et avec des marges si minces qu'aucun d'entre eux ne peut se permettre de faire du bon travail. Mais bien sûr, personne ne peut admettre tout cela sans que tout le système ne s'effondre. Même le président de CBS a déclaré publiquement que l'élection de Donald Trump n'est peut-être pas bonne pour l'Amérique, mais elle est sacrément bonne pour CBS. Par exemple, dans le cadre du lancement de ce livre, qui est une tentative de prouver à quel point les choses allaient mal, Ryan a fait un coup de pub en initiant le service helpreporter.com, prétend faire correspondre des journalistes et des sources expertes, entre guillemets. Il voulait prouver à quel point un tel service pouvait être absurde et susceptible d'abuser. Il a répondu à toutes les questions que le site lui a posées, il a fini par être cité en tant qu'expert sur des sujets dont il ne savait rien dans les reportages de nombreuses chaînes, comme ABC News ou CBS, et bien d'autres. Il a même finalement demandé à son assistant de commencer à fournir des citations aux journalistes pour lui. Ce qu'il a fait, il a même décroché un article dans le New York Times sur les disques vinyles, un autre sujet dont il ne savait rien. Il a ensuite révélé comment tout cela s'était passé, à la grande rage et à la consternation de presque tous les grands médias. Et pourtant, le New York Times, embarrassé et exposé par ce qui s'était passé, aurait pu interdire à sa journaliste d'utiliser le service à l'avenir, mais il ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, c'est un fait qui se reproduit souvent. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, souvent les journalistes ne vérifient pas forcément les sources, et on verra d'ailleurs par la suite pourquoi. Mais avant ça, revenons sur la définition de blog pour Ryan. Quand Ryan parle de blog, il fait référence à toutes les publications en ligne, tous des comptes, au site web, des principaux journaux, jusqu'aux blogs, avec des centaines d'écrivains. Car la réalité, c'est qu'ils sont tous soumis aux mêmes incitations, et qu'ils se battent pour attirer l'attention avec des tactiques similaires. Nous sommes dans une guerre d'intention. La plupart des gens ne comprennent pas comment fonctionne réellement le cycle d'information actuel. Beaucoup n'ont pas la moindre idée de l'influence que la manière dont les informations sont générées en ligne peut avoir sur leur vision du monde en général. Ce qui commence en ligne se termine en ligne. Autrefois, par exemple, les présentateurs de radio remplissaient leur émission de titres de journaux. Aujourd'hui, ils répètent ce qu'ils lisent en ligne. Certains blogs plus que d'autres. Les histoires de blogs se transforment également en conversations réelles et en rumeurs, qui se propagent de personne en personne par le bouche à oreille.
En bref, les blogs sont des véhicules à partir desquels les journalistes des médias de masse et vos amis les plus bavards et les plus informés découvrent et empruntent les nouvelles technologies. Ce cycle caché donne naissance aux mèmes, les mèmes sur internet que vous connaissez sûrement tous, qui deviennent nos références culturelles, aux étoiles en herbe qui deviennent nos célébrités, aux penseurs qui deviennent nos gourous et aux nouvelles qui deviennent nos actualités. La clé de tout cela est de comprendre ce qui fait agir les blogs, pour faire ce que vous voulez. C'est tout ce qu'il faut pour contrôler l'opinion publique. Les contraintes des blogs créent un contenu artificiel qui devient réel et influence l'issue des événements du monde réel. Les blogs ont besoin de trafic, le fait d'être le premier conduit le trafic, et donc des histoires entières sont créées à partir d'un tissu, pour que cela se produise. Maintenant qu'on a vu tout cela, voyons comment transformer un rien en quelque chose, avec une technique qui s'appelle Trading Up the Chain, qui est une stratégie que Ryan a développée, et qui manipule les médias par récursion. Cette technique peut transformer un rien en quelque chose en plaçant une histoire sur un petit blog qui a des normes très basses, qui devient alors la source d'une histoire d'un blog plus important, et qui à son tour, pour une histoire de plus grands médias. Pour définir cela, pour reprendre les termes d'un spécialiste des médias, cela est une vague d'informations qui se renforce d'elle-même. Voyons un exemple pour illustrer ça. Un ami de Ryan suivit certains de ses conseils sur le Trading Up the Chain, au profit de l'organisation caritative qu'il dirige. Il avait besoin de collecter des fonds pour couvrir les coûts d'un projet artistique communautaire via Kickstarter, une plateforme de crowdfunding. En quelques jours de travail, il a transformé une cause obscure en un mème populaire d'internet et récolté près de 10 000 $ pour étendre l'organisation caritative à l'échelle internationale. Voyons la stratégie que Ryan a aidé à son ami à mettre en place. Donc, son ami a fait une vidéo YouTube pour la page Kickstarter qui montre le travail de son association caritative. Pas une vidéo du meilleur travail de l'association, ou même son travail le plus important, mais le travail qui exagère certains éléments visant à favoriser la diffusion de la vidéo. Ensuite, il a écrit un court article pour un petit blog local à Brooklyn et a intégré la vidéo. Ce site a été choisi parce que ces articles étaient souvent utilisés ou repris par la section new-yorkaise du Huffington Post. Comme prévu, le Huffington Post a mordu l'hameçon et a finalement présenté l'histoire comme une nouvelle locale, à la fois à New York et à la fois à Los Angeles. Suivant encore une fois ses conseils, il a envoyé un email à partir d'une fausse adresse, avec ses liens à un journaliste de CBS à Los Angeles, qui a ensuite réalisé un reportage télévisé sur le sujet, en utilisant principalement des extraits de la vidéo de son ami, qui avait été fortement retouchée. En prévision de tout cela, il avait été actif sur une chaîne du site d'information sociale Reddit, que vous connaissez sûrement, où les utilisateurs votent sur des histoires et des sujets qu'ils aiment, pendant les semaines précédant le lancement de sa campagne, afin de créer des liens sur le site. Après que le reportage de CBS News est sorti et que la vidéo a été diffusée, son ami était prêt à tout mettre en ligne sur Reddit. Et celle-ci a fait la première page presque immédiatement, leur histoire. Ce score sur Reddit, maintenant soutenu par d'autres médias, a mis l'histoire sur le radar de ce qu'ils appellent les principaux blogs, cool stuff, des sites qui reçoivent des idées de Reddit, donc des journalistes qui viennent chercher leurs articles sur Reddit. De cette dernière vague de couverture, l'argent a commencé à affluer, tout comme les bénévoles, la reconnaissance et les nouvelles idées. Pour résumer, sans budget de publicité, sans publiciste et sans expérience, sa petite vidéo a été visionnée près d'1 demi-million de fois et a financé son projet pendant les 2 années suivantes. Une vidéo amateur, exagérée, est devenue une nouvelle, qui a été écrite de manière indépendante, par des dizaines de points de vente, dans des dizaines de marchés, et fait des millions d'impressions médiatiques. Il avait créé et ensuite manipulé cette intention, entièrement par lui-même. Il est passé de rien à quelque chose. Le Trading Up the Chain repose sur un fait simple, qui est que tout le monde, et même les blogueurs journalistes, s'informent via les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, les commentaires, communiqués de presse et les blogs concurrents. Mais le problème, c'est que ces sources sont souvent moins fiables que les sources traditionnelles, mais ils les prennent quand même. On va voir pourquoi par la suite. Ryan décompose cette chaîne en 3 niveaux qu'il explique très bien dans le livre, et il explique aussi comment passer de l'une à l'autre. Pour mieux comprendre les blogs, voyons le chapitre qui s'intitule « L'escroquerie des blogs ». Comment les éditeurs font de l'argent en ligne. En tant qu'entreprise conçue pour gagner de l'argent, la façon dont elles font des affaires est le principal filtre de la façon dont elles font l'actualité. À première vue, les blogs gagnent leur argent en vendant des publicités. Ces publicités sont payées par impression, généralement un taux par 1000 impressions. Une partie de ces publicités sur le blog sont vendues directement par l'éditeur. Une partie est vendue par des représentants commerciaux, qui travaillent à la commission, et le reste est vendu par des réseaux publicitaires spécialisés dans les stocks restants, souvent dans le cadre d'un système d'enchères en temps réel. Mais peu importe qui la vend ou qui l'achète, ce qui compte, c'est que chaque impression publicitaire sur un site soit monétisée. Chaque page est de l'argent dans la poche de l'éditeur. Et bien sûr, les éditeurs et les annonceurs ne peuvent pas faire la différence entre les types d'impressions. Un lecteur attentif n'est pas mieux qu'un lecteur accidentel. Un article qui fournit des conseils utiles n'a pas plus de valeur qu'un article instantanément oublié. Tant que la page se charge et que les annonces sont vues, les deux côtés remplissent leur fonction. Sachant cela, les blogs font tout ce qu'ils peuvent pour augmenter cette dernière variable de l'équation. Trafic, page vue. C'est ainsi que vous devez les comprendre, en tant qu'entreprise. Chaque décision prise par un éditeur est réglée par un dicton. Le trafic par tous les moyens. Et oui,
l'argent avant tout. Une entreprise est fondée sur un seul principe, argent avant tout, être rentable. Et d'après vous, qu'est-ce qui rapporte des impressions ? Les scoops. Par exemple, TMZ, développé par AOL en 2005. Ses revenus ont presque monté immédiatement en flèche pour atteindre près de 20 millions de dollars par an. Tout cela a été accompli grâce à une poignée de scoops majeurs, ou du moins la définition spéciale de TMZ de scoop. Car parfois il arrive des faux pas, des fausses news, des fake news comme on dit. Car souvent ils utilisent des sources peu fiables. Mais aujourd'hui ça n'empêche pas, quand on pense aux nouvelles des célébrités, on pense à TMZ. Par exemple, en début d'année, c'est TMZ qui a parlé en premier de la mort de Kobe Bryant, si je me trompe pas. Et c'est eux aussi qui ont fait la même chose pour la mort de Michael Jackson. Pour résumer, le plus important pour les blogs, c'est de faire des impressions, quitte à négliger la qualité et aussi d'avoir des blogueurs de renom, pour se construire un nom auprès des investisseurs et montrer une tendance à l'augmentation rapide du trafic. Car les blogs sont conçus aussi pour être vendus. Bien qu'ils tirent des revenus substantiels de la publicité, le véritable argent consiste à vendre l'ensemble du site, l'ensemble du blog, à une entreprise plus importante pour un multiple du trafic et des revenus. Par exemple, Weblogs Inc., vendu à AOL pour 25 millions de dollars. Know Your Meme, acquis par Cheeseburger Media pour 7 chiffres. Et bien d'autres exemples dans le livre. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les blogs et pourquoi agissent-ils, voyons quelques techniques que Ryan nous donne ensuite dans les prochains chapitres. Il va nous donner plusieurs techniques pour manipuler les blogs, comme la première tactique qui parle des pots de vin. Premièrement, les blogueurs ne sont engagés pas forcément pour leurs compétences aujourd'hui, mais plutôt par leur capacité à être rapides pour écrire des articles. La structure de paiement des blogs reflète cet accent mis sur la rapidité plutôt que sur d'autres variables, telles que la qualité, la précision ou le degré d'information du contenu. Au début, les blogs avaient tendance à payer leur auteur à un tarif par poste ou un tarif forfaitaire avec un nombre minimum de posts requis par jour. Mais maintenant, de nos jours, ils sont plutôt basés sur un système de rémunération basé sur la page view, donc le nombre de vues par page. Maintenant, les auteurs doivent tout faire pour faire le maximum de vues. Donc, ils sont encouragés à délaisser la qualité, mais juste écrire pour faire un max de clics. Et parfois, il arrive aussi que les auteurs sont payés pour intégrer des liens dans leur article, qu'on appelle aujourd'hui l'affiliation, qui peut être quelque chose de très rentable. Alors certains n'hésitent pas à payer des auteurs pour le faire. Il y a aussi de nos jours les influenceurs sur les réseaux sociaux pour lesquels vous pouvez par exemple payer, qu'on appelle plus communément les placements de produits, soit pour promouvoir votre produit ou votre service auprès de leur communauté. Cette pratique ne fait que croître ces dernières années et commence à être aussi plus réglementée. Avant, par exemple sur YouTube, on ne savait pas quand il y avait un placement de produit. Et maintenant, il faut l'indiquer. De même pour certains réseaux sociaux comme Instagram. Le marketing d'influence est monnaie courante de nos jours. Et surtout, très puissant. Si vous ciblez bien la communauté, c'est un levier à ne pas négliger. Ensuite, Ryan nous parle de bien d'autres tactiques efficaces et intéressantes, à travers de nombreux exemples illustrés par sa carrière. Donc je vous invite à aller lire le livre pour découvrir ça. Car je n'ai malheureusement pas avoir le temps de vous en parler, sinon l'épisode serait beaucoup trop long. Pour conclure, on voit bien que les médias sont manipulables de nos jours, et surtout de moins en moins fiables. Et le meilleur moyen de manipuler l'opinion publique est de comprendre les règles régissant les blogs. Il faut savoir se méfier de ce qu'on voit, ou il faut savoir aussi profiter de ses failles dans ses propres intérêts. À vous de choisir. Pour conclure cet épisode, discutons un peu de ces deux sujets qui sont les fake news par exemple, les médias, et l'intelligence artificielle qui sont des sujets d'actualité et surtout dont l'avenir est incertain. Donc Lucas, tu veux commencer par quoi ? Moi je te propose qu'on commence par parler un peu des médias. Par exemple, moi je vais parler vraiment des cas concrets et récents. Par exemple, c'est qu'on a vu avec l'élection de Trump, on a vu cette manipulation des médias, avec le magnifique documentaire disponible sur Netflix, Cambridge Analytica, qui retrace comment a été élu Donald Trump, grâce aux réseaux sociaux. Ouais, du coup, on va le voir aussi ce mois-ci, dans la nouvelle présidentielle américaine, Trump qui s'oppose à Joe Biden, du coup. C'est pas pour rien que dans l'ancienne présidentielle américaine, les médias disaient que Trump allait être le président Twitter. Alors je sais plus c'était quoi les termes exacts, mais on peut voir que Trump n'utilise que le canal Twitter pour parler avec ses concitoyens. D'ailleurs, il en parle dans le livre, Ryan, c'est que Trump, il a très bien compris, enfin lui ou son entourage, a très bien compris la force des réseaux sociaux et la force de ses réactions particulières, on va dire, inattendues. En fait, il sait comment faire parler de lui. Et c'est ça qui marche, la preuve, il est devenu président. Mais du coup, en parlant des réseaux sociaux, ça m'emmène à parler de l'intelligence artificielle, justement, et des algorithmes qui sont derrière les réseaux sociaux. Hein. Parce que là, actuellement, on parle vraiment que de la façade visible. Mais du coup, la face invisible, c'est celle-là même qui amène, par exemple, tout le monde à voter Trump ou à penser qu'une fake news est vraie. Et pourquoi ? Il faut savoir que l'intelligence artificielle met plus en avant et plus rapidement les fake news que les vraies news. Et d'ailleurs aussi, il y a
J'ai vu un reportage, oui, c'était hier ou avant-hier, quelques jours, qui parlait en Russie, qui parlait carrément d'usine à fake news. Carrément un endroit qui sont là pour fabriquer. Bah, il faut uniquement savoir des fake news. qu'ils ont un navigateur en Russie où tu peux directement, par exemple, faire un deepfake d'une photo. Tu peux changer la tête d'une photo directement sur le navigateur. Ouais, bah ça c'est un danger aussi qui va arriver. Qui est déjà le cas, on peut voir sur YouTube, par exemple, Trump parler de, je sais pas, bon, j'ai pas d'idée précise, mais on peut faire en tout cas dire ce que l'on veut à qui l'on veut en fait. Ouais, c'est vrai que c'est un phénomène très Mais après, dangereux. après, vu qu'il y a cette technologie qui a été du coup qui est ressortie, il y a bien sûr le contre. Hein. Il y a des outils pour créer des deepfakes et il y a des outils pour débunker, effectivement, pour trouver les deepfakes. Mais à savoir lequel des outils va être le plus puissant, tu vois. Si le debunker est moins puissant que celui qui crée les fakes, ça va être compliqué, quoi. Non, mais le gros souci, en fait, les gens, par exemple, quand ils lisent un article, en fait, ils vont s'arrêter à l'article. Ils vont pas, en général, les gens vont pas chercher les sources, ils vont pas chercher est-ce que c'est vrai ou pas. Ils vont juste lire un truc, ils vont se dire ah tiens, ils vont dire ouais, je sais pas, imagine, il y a un deepfake que Trump dit qu'il a tué quelqu'un, imaginons. Ouais, ils vont juste lire l'article ou lire le titre de l'article même et se dire oh mais t'as vu Trump a tué quelqu'un et tout, blablabla, et ça va se répandre de bouche à oreille. Et voilà, les gens vont pas chercher plus loin qu'un article, ils vont pas faire le travail nécessaire. Alors que comme tu l'as dit, bah, maintenant les médias, ils veulent que des clics. Du coup, ils vont même te mentir ou embellir la chose au maximum. C'est ça, ils vont jouer sur les mots pour faire le plus de vues. Et du coup, c'est un cercle vicieux. La nouvelle se répand partout. Et c'est comme ça que les fake news se répandent aussi vite, surtout. Exactement. Et le problème, bah, c'est difficile d'enrayer la machine. Hein. Quand c'est parti, c'est parti. Mm. Et c'est donc pour ça qu'ils nous montrent comment manipuler cette chaîne. Et de passer un petit blog à une chaîne nationale. Quoi. Mais bon, ça, c'est dans le livre. Du coup, surtout, il faudrait que tout le monde ait le réflexe de vérifier les informations, etc. C'est pas Donc possible. en fait, il faudrait des cours, il faudrait une éducation. Du coup, voilà, il faudrait aller Mais c'est pas possible. vraiment plus L'humain dans- est de plus en plus paresseux, entre guillemets. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. On cherche, en fait, on est dans une société de consommation. On est là pour consommer, c'est tout. On n'est pas là pour chercher plus loin. Ouais, mais du coup, voilà. Moi, ça m'amène à dire, à parler de la fin de ce livre, Turing à la plage. Donc, comment rendre bénéfique l'intelligence artificielle, hein. Parce que, en soi, c'est l'IA qui va te mettre euh, tel ou tel article devant les yeux. Du coup, il faudrait que ça soit l'intelligence artificielle qui fasse ce boulot à notre place. Et c'est du coup, justement, l'un des prochains livres que je vais étudier. Enfin, traiter, pardon. Le second livre de Lien Nguyen, donc Le fabuleux chantier, comment rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique. Ouais, mais le problème, c'est que est-ce que ce sera aussi rentable? Bah non, ce sera pas aussi rentable que les fake news. Tu vois. Exactement. Mais voilà, mais du coup, là, il y a une question plus philosophique qui apparaît. Est-ce qu'on veut toujours plus, hein, société de consommation, t'as dit, est-ce qu'on veut gagner plus ou est-ce qu'on veut que les gens soient moins bêtes? Mais l'homme est comme ça, l'homme veut toujours plus. Et ouais, hein, On est comme ça, on vraiment veut toujours très plus en néfaste, fait. hein. Donc ça s'arrêtera pas, je pense. Hein. On est Ou des parasites. difficilement, un peu, tu vois. hein. Nous, on le connaîtra pas. On est une sangsue, hein, on est un virus. On consomme jusqu'à vraiment la dernière goutte. Et là, bah, je suis de ton avis et je pense que rendre robustement efficace l'intelligence artificielle, bah, même si on peut le faire, hein, même si on a les outils pour, on va préférer le gain monétaire à tout le reste en fait. On dit on, mais pas forcément nous, mais surtout les grandes structures, les grands groupes, qui sont très peu, mais enfin qui se comparent à nous. Mais bon. Du coup, maintenant, passons un peu plus à l'intelligence artificielle, si tu veux bien. Ouais. Enfin, même si on était déjà dans l'intelligence artificielle. Mais il y a un truc aussi, c'est que, du coup, on est d'accord de nos jours, les intelligences artificielles qu'on connaît sont des intelligences artificielles de niveau très bas ou bas. On est loin de ce qui est vraiment une intelligence artificielle. Disons qu'il y aurait plusieurs choses à dire là-dessus. Plusieurs niveaux. Ouais, mais beaucoup de choses à dire vraiment sur ce que tu dis. Déjà, effectivement, il y a plusieurs niveaux d'intelligence artificielle, à savoir donc il y aurait un peu une intelligence étroite, donc qui serait très forte dans un domaine. Par exemple, on peut citer DeepMind, qui a battu les meilleurs joueurs de Go. Après, les intelligences artificielles générales, donc capables de résoudre des problèmes très variés. Et toi, tu fais référence à la troisième catégorie, l'intelligence super intelligence plutôt artificielle, qui aurait donc des capacités équivalentes ou supérieures à l'humain. Donc effectivement, nous dans nos téléphones, etc., les algorithmes
par exemple, de recommandations sont du niveau le plus bas. Cependant, en fait, on n'a pas besoin d'arriver à Skynet dans Terminator pour arriver à une pseudo-apocalypse. L'intelligence artificielle du plus bas niveau peut, et le fait déjà en fait, elle nous manipule du coup. Par exemple, quand tu vas sur YouTube, tu vas regarder une vidéo que pour toi, tu vas dire c'est ton choix, sauf que il n'en est rien. C'est l'algorithme de YouTube qui va te proposer les vidéos que elle pense bonnes pour toi. Donc on vit un peu déjà ouais, effectivement sous le joug d'une Skynet, d'une super intelligence, même si elle est effectivement du premier niveau. Ouais, mais je veux dire, on n'est pas encore au niveau des intelligences artificielles conscientes, on va dire, entre guillemets. Mais là, toi, tu poses vraiment des questions. Ok, on va arrêter, on va changer de sujet. Non, mais pas du tout, mais très, très intéressant. Mais justement, déjà, il faudrait réussir à Comprendre, c'est donner une définition quoi. viable Conscient, ouais. de conscient, effectivement. L'intelligence artificielle la plus avancée à ma connaissance actuellement, c'est GPT-3 de Google, je sais plus trop, qui aurait donc quelques billions de neurones, à savoir, je crois, 175 billions, sachant que nous, êtres humains, on a 100 trillions de synapses. Donc, nous, on a 100 trillions et lui, il est à 175 billions, on va dire, équivalent. Ces paramètres, c'est l'équivalent de nos synapses à nous, on va dire. Il peut actuellement faire vraiment beaucoup de choses. Toi, par exemple, nous, on est dans le domaine informatique. Si je te dis, par exemple, crée-moi en HTML, HTML, CSS, la page de Google, avant, tu allais donc vraiment le coder à la main. Maintenant, grâce à GPT-3, tu peux le faire à l'oral. On va dire, tu vas dire, dessine-moi Google, la page Google. Tu l'écris vraiment comme ça, dessine-moi la page Google, et il va te la faire en HTML. Et encore beaucoup plus. Ouais, j'ai déjà vu pas mal d'outils de services qui commencent à émerger. Exactement. Oui, qui mais te justement, font du code ouais. comme ça. Enfin, avec Exactement, simplement des phrases. ouais. Donc, du no-code. Je crois que ça s'appelle comme ça, no-code. Je sais pas si Exactement. Mais du coup, GPT-3 n'est pas encore dans le commun des mortels, mais ça ne saurait tarder. Je pense que l'année prochaine, GPT-3 sera dans nos smartphones vraiment sans problème. Mais tu vois, pour répondre simplement à ta question, donc on est très loin d'arriver à une conscience, mais en fait, c'est surtout qu'on est surtout très loin d'avoir la définition de conscience, et on n'a pas besoin de ça surtout. Pour être dans un monde, que ça soit utopique ou dystopique, il n'y a pas besoin d'une IA super intelligente. L'IA vraiment de base, donc l'intelligence étroite, suffit à contrôler l'être humain. C'est déjà le cas vraiment pour la majorité de la société qui se retrouve devant les réseaux sociaux. C'est une IA qui est devant en fait. Donc elle te contrôle et tu peux pas en fait. Tu peux pas aller contre ça. Pourquoi ? Parce qu'elle évolue, mais toi en tant qu'être humain, ton cerveau, il prend quelques années à évoluer, alors que elle, quand toi tu prends 100 ans pour faire une petite évolution dans ton mécanisme cérébral, elle, en une journée, elle peut déjà dépasser toute l'humanité. Ouais, mais genre, je veux dire par exemple, les intelligences artificielles dont tu parles là, elles sont orientées par un humain, entre guillemets, tu vois. Je veux dire, ouais. C'est décidé, on va dire, entre guillemets, par quelqu'un. Qu'est-ce que cet algorithme doit faire, tu vois. Ouais, mais comme je l'ai dit du coup dans l'épisode, en fait de base tu donnes à l'intelligence artificielle un rôle, un but. Comme j'avais donné l'exemple de dépolluer la planète, sauf que du coup toi tu vas donner juste cette indication et l'intelligence artificielle va faire vraiment comme elle le sent, tu vois. Et c'est ça le problème actuellement, et c'est pour ça que je vous ai invité à regarder le fameux documentaire sur Netflix sur les réseaux sociaux. Tous les créateurs des réseaux sociaux ont donc créé les réseaux sociaux, ont créé les algorithmes pour la recommandation, sauf que maintenant ils n'ont plus la main dessus en fait. Parce que l'IA fait ce qu'elle veut en fait, c'est ça le truc. Et c'est plutôt problématique parce qu'on ne sait vraiment pas, d'où la boîte noire, c'est vraiment hermétique, on ne peut pas voir comment elle le fait. Ok, après l'intelligence artificielle a de nombreux bénéfices, comme par exemple les inventions que moi j'adore, par exemple Elon Musk. Tout ce qui est conduite autonome avec la Tesla par exemple, comme par exemple Neuralink aussi, qui est quand même fascinant, même si ça pose beaucoup de questions d'éthique, et que je suis encore un peu... Toujours l'éthique. Voilà, on se demande encore, mais c'est quand même fou, c'est fou, c'est juste fou. Mais ce qui est un plan et tout, moi je trouve ça vraiment magique.
Bah, magique. Grave. Ouais. C'est magique, mais il faut savoir que toute technologie avancée n'est pas différenciable de la magie. C'est une célèbre personne qui a dit ça, je ne sais plus. Pardon. Mais effectivement, c'est de la magie. C'est de la magie. Et sans l'intelligence artificielle, on n'en serait de toute façon pas là. Mais surtout, l'intelligence artificielle est là. Et il faut surtout se demander que faire. Mais après, c'est Pour comme la tout. suite, en fait, Il y a hein. toujours Mm. des points positifs et il y a toujours le revers de la médaille. C'est ça. On peut pas avoir tout. Hein. C'est vrai, hein. Vous savez, quand vous avez le verre à moitié plein, bah, vous avez le verre à moitié vide aussi. Bah, c'est pareil. Exactement. Mais du coup, en tout cas, ce domaine-là, de l'intelligence artificielle, va encore nous surprendre pour les plusieurs années à venir, je pense. Les deepfakes dont tu nous as parlé, les médias nous ont déjà surpris depuis très longtemps et nous surprennent tous les jours à relayer certaines informations. Mais du coup, ouais, je pense que pour finir, un petit message de prévention, hein, soyez prudents vraiment. Regardez, donc vérifiez les informations toujours. C'est ça. Vérifiez chaque information avant de la relayer, surtout. Car imaginons, par exemple, un influenceur, quelqu'un qui a une grosse communauté sur un réseau social quelconque, imaginons Twitter, il suffit qu'une seule personne avec une grosse communauté retweet une fake news. Imaginez la personne a, je sais pas, 400 000 followers. Bah, il suffit simplement qu'elle retweet et en quelques secondes, quelques minutes, son tweet à elle va être liké, va être retweeté. Et donc, c'est directement partagé à des milliers de personnes et à des millions de personnes. Même. On vit vraiment dans un monde fully connected, donc la globalisation. Et avec la preuve sociale, les gens vont croire, dire oh bah telle personne a partagé, donc c'est sûrement légitime. Exactement. Alors même que, bah non en fait. Alors même que, c'est- faut pas oublier que les influenceurs, par exemple, ils sont comme nous. On a les mêmes biais, on a les mêmes failles, et c'est pareil. Donc faut pas, Exactement. voilà, faut faire gaffe à ce qu'on voit, faire gaffe à ce qu'on lit, et toujours se renseigner. Et ben voilà. Du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve autour D'un livre, mardi prochain.